Alors, on a changé de titre par rapport à ce qui apparaissait au programme dans le cours de notre travail, vu que c'est un travail d'un groupe de plusieurs chercheurs qui avons croisé ensemble nos différents travaux pour voir de quelle façon on pouvait construire dans ces différentes perspectives-là. Donc, on a déjà une interdisciplinarité à l'intérieur même de notre présentation, mais on a réajusté au final le titre. Donc, les pièges de la reconnaissance, un peu comme Maxime vient de dire, parfois des bonnes intentions peuvent se transformer en problématiques contraires. Donc, on a un contexte néolibéral et productiviste dans nos organisations. Ça dépasse la mauvaise volonté des gestionnaires ou des dirigeants. C'est répandu, c'est partout, ça fait partie d'un contexte que vous allez voir qui va traverser la compréhension qu'on a des enjeux de reconnaissance. Donc, la logique autorégulatrice du marché est privilégiée à l'intervention de l'État. On met sur la concurrence et l'appât du gain comme facteur d'innovation. La responsabilité individuelle au détriment de l'action collective. Le règne de l'entrepreneur de soi. Dans le secteur public, on l'a vécu, Isabelle parlait tantôt du nouveau management public, l'importation des modes de gestion et des valeurs du secteur privé. Donc, on va voir à quel point ça va marquer les enjeux de reconnaissance. Donc, on s'appuie d'un côté sur les trois sphères de la reconnaissance de Honnête, donc la sphère affective, pour la confiance en soi, la famille, les amis, les relations proches, la sphère politique, juridique, institutionnelle, les droits, les appartenances, citoyenneté, injustice épistémique, probablement qu'on pourrait les rentrer très bien ici, et la sphère sociale, donc de quelle façon on construit l'estime de soi à partir de la reconnaissance qu'on obtient de sa contribution au monde social. Donc, les luttes pour la reconnaissance sont situées dans la théorie de Honnête, dans la dimension relationnelle et intersubjective de l'identité, donc pas une identité psychologique de personnalité, mais bien quelle identité m'est attribuée dans un monde social. Maintenant, nous, on va mettre quand même l'accent sur les deux dimensions, une dimension symbolique de la reconnaissance, mais aussi des dimensions matérielles, c'est-à-dire il faut qu'il se traduise dans de l'action concrète. La critique du modèle identitaire faite par Fraser en disant si on mise trop sur les... Nancy Fraser. Oui, c'est ça. Parce que Fraser peut être oui, c'est ça. Donc, qui dit si on mise trop sur la question de l'identité intersubjective, on échappe à un certain nombre d'enjeux majeurs, dont notamment les problèmes d'évincement des enjeux de redistribution, de quelle façon les acteurs sont capables, avec les ressources, de participer pleinement. Ensuite, la réification des identités, de quelle façon les individus deviennent piégés par des identités de groupe et n'ont plus la possibilité d'exprimer soit des tensions, des conflits intra-groupes ou d'avoir des points de vue différents. Et la déformation de la perspective, et ça c'est un enjeu assez problématique et difficile, parce que si on parle du néolibéralisme, c'est que quelque part, le niveau, tu parlais tantôt, niveau institutionnel, niveau organisationnel, niveau individuel des collectifs pour lesquels on peut intervenir, mais Nancy Fraser nous dit, attention, si on se trompe, on déforme la perspective. Les États nationaux ne sont pas tout puissants. Il y a des enjeux qui sont transférés national, international, avec les méga entreprises qui dominent la financiarisation. Alors, il y a des enjeux qui traversent ces contextes. Oui, je présente rapidement quelques précisions sur la question de reconnaissance du point de vue du monde du travail. Alors, c'est ce que la prochaine diapositive. Alors, dans le monde du travail, on pourrait le développer beaucoup. Vous savez qu'on a 20 minutes et puis c'est déjà une contrainte de temps qui nous parle bien d'un contexte néolibéral. Mais bon, effectivement,
il y a une forme de reconnaissance sociale, puis ça, je reprends ici dans le modèle de Honnête pour bien les intégrer. Les trois boules jouent ensemble. Hein? Mais l'important, souvent on ignore l'importance de la reconnaissance sociale. C'est-à-dire que pour Honnête, surtout dans son deuxième livre, hein, La société du mépris, où il précise bien que derrière toute forme de reconnaissance, il y a un jugement normatif et rationnel qui s'appuie sur un contexte historique donné. Donc, il faut en tenir compte parce qu'il y a d'instituts et d'instituants pour reprendre l'historiadisme. Donc, ça veut dire que quand on parle de reconnaissance sociale, on est en face d'une hiérarchisation des valeurs, des métiers, des produits, des institutions, puis je dirais même des épistémiques, au point de départ. Donc, c'est comme si on est dans un contexte institué et instituant, parce que ça bouge, heureusement. Mais ça fait partie d'un niveau d'interprétation de la reconnaissance. Bon, avec la psychodynamique du travail et d'autres collègues en clinique de l'activité, on a précisé aussi des formes plus, je dirais, méso de la reconnaissance, qui sont les jugements que l'on porte sur les collectifs de travail en termes de jugement d'utilité. Quand on pense à le travail, l'activité de travail est reconnue par les employeurs, par exemple, comme utile par rapport au cadre de l'organisation, ou par les usagers, quand il s'agit de produits, que ce soit des produits de consommation ou des produits de service, il y a un jugement d'utilité qui est différent du jugement de beauté, qui lui touche vraiment sur l'appréciation de la qualité de l'activité de travail comme telle. Et ne parlons pas des produits, parce que là, c'est vraiment l'activité de travail. Alors, je ne développe pas ici, mais c'était des contributions originales, je pense, de la psychodynamique du travail et d'autres, pour enrichir de façon concrète l'analyse de la reconnaissance au travail. Et je donne la parole pour compléter la notion de reconnaissance à Isabelle. Ça à quoi on va mettre en tension deux modes de reconnaissance et qui vont questionner notamment les enjeux dans le secteur public. Donc, le mode de reconnaissance par l'appréciation qui est vraiment basé sur une relation de réciprocité et du lien social qui est basé sur la contribution des agents, des acteurs à une communauté de valeurs, à une mission organisationnelle. Donc, du point de vue des gestionnaires, c'est l'enjeu et la nécessité de donner une appréciation, c'est une éthique de la gratitude en échange du dévouement, du don de soi. Donc, tous les travaux qui ne sont pas nécessairement glorieux dans leur apparence ou qui sont plus ou moins visibles, hein, l'enjeu du rôle du gestionnaire de donner cette forme de reconnaissance par l'appréciation. Et ça vient mettre en tension tout ce mouvement actuellement de la réalisation de soi par le travail, qu'on devrait se réaliser, alors que, on va voir que le mouvement néolibéral, le mouvement dont on a initié tout à l'heure dans la présentation, amène de plus en plus que les modes de reconnaissance sont par l'admiration. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est pas le lien social qui est le cadeau d'échange dans la reconnaissance, mais bien c'est l'injonction à se démarquer, hein, qui est mise par la mise en concurrence de tous. À certains égards, ça peut paraître trompeur parce que ça donne l'impression d'émancipation, de donner des espaces de liberté, de mettre en valeur ses compétences de façon plus démarquée. Mais on se rend compte que plus on va vers ce mode de reconnaissance par l'admiration, le mode de reconnaissance par l'appréciation disparaît. Et donc, tous les métiers, et même toute la qualité du travail ne donne pas lieu à quelque chose de remarquable qui va faire l'objet d'admiration. Donc, il y a des métiers qui disparaissent dans l'écologie des grandeurs de l'admiration, et il y a des aspects du travail qui vont disparaître aussi. Je te laisse continuer. On voulait te donner quelques exemples de travaux qui pouvaient illustrer la question des pièges de la reconnaissance. Qui est l'autre après, l'autre diapo. Donc, on va aller très rapidement parce que chacun mériterait 20 minutes.
Peut-être juste d'abord mentionner que ces travaux-là, qui étaient ceux de l'équipe, donc Isabelle, moi, mais aussi Cécile Nicolas, ceux que j'ai mentionnés dans la présentation, Marie-Josée Lorrain, et puis il reste, oui, c'est ça, 5 ou 10, ça? 10. Combien? 10. OK. On est amplement de temps. Relaxe-moi trop, parce que s'il parle, lui, on a pour une demi-heure facile. Donc, c'est des exemples, vous donner plus des thèmes que vraiment rentrer dans le détail, qui s'inspirent de méthodes qu'on pourrait qualifier globalement d'une approche clinique du travail et de l'organisation. Donc, c'est de l'usage, entre autres, méthodologique qui traverse ces exemples-là. C'est tantôt des rencontres de groupe, par exemple, l'analyse praxiologique en groupe dans le premier cas, donc analyse de pratique en groupe. C'est aussi des approches dans psychodynamique du travail qui utilisent le groupe beaucoup aussi. C'est des entretiens d'explicitation, pour reprendre un vieux terme, qui sont aussi utilisés dans ce domaine-là. C'est des entretiens autobiographiques. Isabelle vous en parlait tout à l'heure, sur des pratiques aussi. Et c'est aussi l'entretien tout simplement plus clinique de rapporter des incidents critiques et autres. Ces méthodes-là, très connues, c'est quand même intéressant parce qu'il faut les doubler après ça d'une lecture sociale et critique. Et c'est là qu'il y a la différence. Je peux faire une rencontre de groupe, mais utiliser des grilles de référence qui sont relativement fonctionnalistes ou relativement adaptatives ou qui restent très, très collées sur les médias. Je peux aussi débattre des enjeux qui ressortent de ce que ces méthodes permettent en termes d'expression. Toute la différence est là, la lecture et l'expression. On parlait tout à l'heure d'interprétation. Comment partager les cadres d'interprétation dans des épistémies différentes en plus. C'est assez... Voilà pour les questions des travaux. Premier travail que vous lirez, parce que c'est toutes des diapositives qui sont antipédagogiques après, non? Donc, qui sont très longues, il y a beaucoup de textes. Alors, la première étude, c'était seulement une rencontre d'analyse de pratique inspirée par la praxiologie, qui portait sur des professionnels gestionnaires dans le domaine de la santé et des services sociaux. Alors, c'est avec Marie-Josée Lorrain et Cécile Nicolas. Ils ont fait des rencontres autour d'un séminaire de ces pratiques-là pour montrer les enjeux qui résultaient autour du concept de collaboration. Le thème, c'était la collaboration. Ce qu'ils démontraient dans leur recherche, c'était l'impact, effectivement, d'une philosophie néolibérale qui pénétrait le milieu, c'était les services sociaux de santé. Manque de temps pour vraiment aller au fond des problèmes qui surgissaient dans les équipes en tant que gestionnaire. Conflit de normes où, effectivement, on n'arrive pas du tout à concilier des normes de performance et des vrais problèmes qui se posent en termes de soins et de services, parce que si on le fait, on va aller contre les normes. Et comme professionnel-gestionnaire, c'est le conflit radical entre gestionnaire et professionnel. Donc, vous lirez les deux diapositives qui passent là-dessus. Et c'est ça, antipédagogique, là. La prochaine, c'est mes études à moi, il y a quelques années, qui va encore pire comme c'est l'autre après. Tu leur laisses pas le temps de lire ça? J'ai pas été assez vite, je pensais que tu étais à l'autre. Dans celle-là, c'est deux études qu'on a faites en psychodynamique du travail. Là, vous la lirez tranquillement chez vous. La première étude portait sur un CLSC. C'est une intervention de type psychodynamique du travail que je ne développerai pas ici, mais c'est des rencontres de groupe essentiellement. Il y en a 4 de 3 heures chacune à peu près, avec un travail collectif très, très fort en termes de compréhension de la situation. Avec le groupe multi d'un CLSC, bien connu en milieu défavorisé, le centre-ville de Montréal. Et le conflit qui se posait, c'était l'éthique professionnelle des travailleurs sociaux, en particulier des organisateurs communautaires, à qui on demandait, normes institutionnelles, de faire de l'aide à court terme, individuelle. Eux se rendaient compte que les gens qu'ils rencontraient, c'était des profondes inégalités sociales, des problèmes de logement, des problèmes d'emploi et tout ça. Comment mobiliser ces gens-là pour développer l'action collective qui était leur métier? Pas possible, pas permis. Donc, conflit radical entre des normes et l'ordre professionnel et d'éthique professionnelle et les normes de l'organisation. L'autre cas, c'est des infirmières en milieu gériatrique, où les infirmières nous disent de façon très claire, ici, on a un problème d'éthique. Nous, on pense que le genre de patient qu'on a mériterait des soins de type gériatrique, mais de type fin de vie. Donc, des soins de confort,
Alors qu'on est avec une équipe de médecins traitants, puis ils font de l'expérimentation médicale. Et on ne veut pas. Alors, ce que je voudrais juste de dire, parce que ça, le prescrit institutionnel et organisationnel et conflits éthiques, il y a eu des retombées intéressantes qui ne viennent pas directement de l'intervention. Soyons modestes, ce n'est pas la psychodynamique du travail qui va changer le monde. Mais il y a quand même eu, dans les deux cas, des développements extrêmement intéressants. Dans le cas du CLSC, il s'est créé un groupe de recherche, comme par hasard, qui portait sur la pauvreté et l'inégalité sociale. Et ce qui est intéressant, c'est que les acteurs qui avaient demandé l'intervention de psychodynamique du travail, c'est des acteurs internes, qui ont été favorables à ceux qui ont l'influence des gestionnaires pour développer quelque chose comme de la recherche sur ce thème-là. C'est quand même pas mauvais comme tout de suite, ça ne règle pas le problème. Mais au moins, la conscience émerge qu'il y a là un enjeu dans le CLSC. En gériatrie, on a créé une unité de soins palliatifs, avec une autre approche que l'approche de tester constamment les meilleurs médicaments pour faire survivre des gens qui n'en ont pas tant que ça besoin. Alors, c'est intéressant. Mais qu'est-ce qui a fait la jonction? D'une part, il y avait eu certainement des influences internes, mais surtout les comités que l'on crée de contrôle de la recherche, comités d'encadrement. C'est extrêmement important qu'au-delà de l'immédiateté des rencontres, il y ait ce comité de suivi qu'on rencontre régulièrement, qui sont des décideurs. Voilà, j'ai fini. Okay. J'ai dépassé mon temps, effectivement. De mon côté, moi, mes travaux portaient plus sur comment saisir, comprendre la question de l'éthos public, c'est-à-dire la spécificité du secteur public. Donc, ce qu'Isabelle disait tantôt, est-ce que les gestionnaires, quelle compréhension ils ont du cadre dans lequel ils opèrent et dans cette tension-là avec le nouveau management public? Et dans le fond, ce que je réalise, c'est que quelque part, il y a une dimension institutionnalisée de non-reconnaissance dans le secteur public, dans le sens où la décision descend du politique. Parfois, elle n'a aucun sens pour les acteurs et ils sont obligés de vivre avec. Donc, il y a quelque chose qui est inhérent au fait de travailler et même gérer dans le secteur public. Et donc, il y a tout un travail compensateur, médiateur que les gestionnaires doivent jouer en termes de reconnaissance qui va aller jouer sur non seulement sur le jugement d'efficacité, mais sur le jugement de beauté aussi, c'est-à-dire de faire valoir qu'on est capable de reconnaître, mais aussi le jugement la reconnaissance par appréciation. Donc, on voit que toute la question, la dimension relationnelle, moi, j'ai été impressionnée d'entendre constamment, et c'était pas de façon frivole et ludique, que les espaces de plaisir étaient si importants dans le monde, dans le secteur public, justement comme compensation à l'encontre de ça. Sophie Amisultan, elle nous a présenté de son côté les travaux plutôt sur l'interculturel, l'interculturalité. Et donc, on voit bien chez une personne ce sentiment ici double d'injustice du témoignage, c'est-à-dire la personne, sa crédibilité, alors qu'on prétend lui donner une reconnaissance parce qu'on donne accès à des postes par des actions positives, mais alors on renvoie constamment la personne au fait qu'elle aurait eu ce poste parce qu'elle était comme un token représentant de son groupe et que sa crédibilité est invalidée. Y compris, est-ce qu'on s'intéresse à son point de vue, donc une injustice herméneutique, j'essaie de faire des ponts entre nous. Tu n'as pas le droit de nommer le racisme parce que c'est le problème. Donc, on en arrive à faire un peu un tour sur ces différents enjeux, la dimension carrément idéologique que la reconnaissance peut prendre, dans le sens où elle est déconnectée des conditions matérielles qui s'effritent. Alors, on parle de plus en plus des discours de reconnaissance, mais on se rend compte que les statuts s'amenuisent, les conditions de travail s'amenuisent, les ressources, et donc la base matérielle qui s'effrite rend la reconnaissance idéologique et illusoire, de la même façon que ça produit ou ça l'accentue les enjeux statutaires là, que Fraser nous demande de faire attention, ne pas juste peser sur l'identité, mais on voit bien que les enjeux de la hiérarchisation des statuts, de la capacité de participer pleinement des acteurs diminuent dans ces conditions. Alors,
Des pièges de reconnaissance, je vais plutôt aller assez rapidement, mais un grand enjeu dans les pistes, rendre visible la part invisible de la qualité du travail, c'est majeur. Il n'y a pas de reconnaissance pour ce qui n'est pas vu. Il faut voir ce que les gens font pour... pas tomber dans le piège de la reconnaissance par admiration. Donc, il faut avoir tout ce travail relationnel du lien pour... et je laisse les minutes que Jacques va réussir à soutirer, à étirer. Je ne ferai pas de commentaire aussi, je vais le lire. L'approche clinique sociologique de l'activité de travail et de la gestion est fondée sur une échange de savoir, donc épistémique, entre chercheurs, intervenants et gestionnaires, peut favoriser l'émergence et la consolidation d'un sujet politique au travail, agissant non seulement sur le travail immédiat, mais sur les conditions normatives de l'organisation du travail et de sa gestion. C'est ainsi un pouvoir accru, d'agir accru, qui peut éviter des pièges, une pure idéologie de la reconnaissance, commentaire Althusser honnête ici, en modifiant des conditions structurelles de l'action. Cela suppose un travail de proximité et de distance critique dans l'analyse des situations concrètes. Voilà.